Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandeira. Le lieutenant Sturm à la barre ce soir, assisté à la technique de Lord Sergueï. Et pour les chroniques et l'animation des débats, le sempiternel, le sébillant, l'éternel PGL. Stop. Bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir dans nos studios Laurent Ozon. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors Laurent Ozon est membre du bureau politique du Front National, responsable de Cap Écologie, on va détailler tout ça dans quelques minutes, et surtout une fonction centrale, il est délégué national à la formation des candidats, des cadres et des militants du Front National. Alors Laurent, on a souhaité t'inviter, pas de faux semblants, on se connaît un petit peu, on se tutoie et puis on est des amis et des camarades. Voilà, l'ambiance est posée. On a souhaité t'inviter puisque il y a eu une certaine évolution dans le Front National ces derniers mois. C'est un euphémisme et il nous paraissait important de revenir sur le fond de ces bouleversements et des conséquences que ça en a, notamment sur le plan médiatique en ce moment, de cette effervescence, de ce bouillonnement, de cette excitation, dirais-je même pour certains. Certains aiment bien s'exciter. Qu'a procuré le changement de patronage du Front. Juste avant PGL, une petite présentation de notre invité. Oui, quand même pour nos auditeurs, qui ne sont pas tous censés connaître, pas forcément vous. Voilà, connaître Laurent. Donc nous, c'est le cas depuis déjà un bon petit bout de temps. Comme c'est pour ça d'ailleurs que nous tutoyons, fidèles un petit peu à l'esprit qui nous anime. Alors sachez, notamment pour les auditrices, que Laurent a 43 ans. C'est un beau brun aux tempes grisonnantes. C'est alors Stewart Granger. On voit d'ailleurs qu'un passage chez les sapeurs-pompiers militaires de Paris a laissé des traces positives. Donc Laurent, en fait, a un parcours assez divers et varié. Il a fait un petit passage chez les Verts de 92 à 95. Et après 95, il est surtout devenu le directeur d'une revue écologiste qui s'appelait Le Recours aux forêts, jusque vers 2000. Qui a marqué son époque. Qui a marqué son époque, effectivement, étant donné qu'on essayait de faire une rupture avec l'écologie politique et environnementaliste du moment. Et Laurent a eu le mérite, à travers cette revue et de nombreux travaux, de mettre en avant donc les thèses de l'écologie dite profonde, ainsi que celles d'autres penseurs qui n'étaient pas toujours un petit peu connus dans les mouvances qui réfléchissent à bon escient. Je peux citer notamment le Norvégien Arne Næss, Robert Hénard, Marcel Quinet de Mongeau, père de la gymnosophie en France, Karl Polanyi, François Terrasson, Philippe Forget, Alain de Benoît à l'époque, Henri Corbin. Oui, j'allais le dire, mon cher lieutenant, Arnold Gehlen, Julien Freud et bien sûr Edward Goldsmith, Teddy Goldsmith, qui avait sorti un maître ouvrage aux éditions du Rocher à la fin des années 90. À la fin d'ailleurs, à cette période-là, il avait été un des co-initiateurs et co-organisateurs du collectif européen Non à la guerre, à l'époque de l'agression otanesque contre la Yougoslavie, pour l'affaire du Kosovo. Ensuite, dont l'anniversaire s'approche d'ailleurs. Exactement, il y aura d'ailleurs des célébrations qui seront organisées autour notamment des éditions de l'Âge d'Homme, de Vladimir Dimitrievitch. Laurent ensuite est intervenu au cours de la décennie 2000, à la Convention identitaire d'octobre 2009 à Orange, où notamment il a défendu le principe de détaxation locale, qui est aujourd'hui d'ailleurs un principe, je crois que son passage chez les identitaires a laissé des traces positives au niveau métapolitique, étant donné que je crois que cette thématique est reprise par leur juvénile candidat. Je crois. Qui ont d'ailleurs qui s'est fourni une lettre ouverte des députés, je crois. Mais bon, éventuellement on reviendra sur ces petites questions. Qui s'est en avant la paternité d'ailleurs, c'est amusant aussi. Voilà, Laurent nous dira éventuellement ce qu'il en pense et son point de vue là-dessus. Surtout, effectivement, comme le précisait le lieutenant, la grande évolution et le choix qu'a fait Laurent très récemment, c'est au terme du congrès de Tours, du Front National. Il a été nommé au bureau politique le 16 janvier de cette année et il assure, donc, comme l'a précisé le lieutenant Sturm, donc, la responsabilité du Cap Écologie dont il va nous reparler, ainsi que surtout la délégation générale à la formation. Voilà, donc quelqu'un qui a un parcours riche, quelqu'un surtout qui a des choses à dire, et je pense que nous allons voir que cela se ressent un petit peu sur les prises de position
actuelle du nouveau Front National, sur de nombreuses thématiques d'ailleurs qui lui sont chères et tant d'autres. Alors, Laurent, d'ailleurs, récemment, dans un petit plan que tu avais fait à destination des... Oui. 2 secondes, monsieur PGL. On aurait oublié quelque chose dans ton... Oui, voilà, dans ta bio synthétique. Tu voulais peut-être souligner quelques points. Oui, on peut peut-être dire aussi que j'ai créé il y a quelques temps un club... Mea culpa, Maison Commune, qui est en fait un club à vocation d'influence, qui est en fait un club de réflexion qui travaille en fait sur 3 thématiques conjointes et pensées simultanément, si je puis dire. L'écologie, l'identité et l'écologie, l'identité, le protectionnisme, le localisme en quelque sorte, c'est-à-dire le protectionnisme social. En clair, la relocalisation des activités humaines, c'est le thème central en quelque sorte des travaux de Maison Commune, et c'est aujourd'hui le seul club, le seul think tank en France qui travaille régulièrement sur ces questions-là. D'ailleurs, oui, tu continues à animer plusieurs blogs, un blog personnel, un blog lié à ton parcours écologiste et le blog de Maison Commune. Je donnerai bien sûr les références dans mes habituelles chroniques. Et un plus récent, semble-t-il. Oui, mais ce que je dis, un blog politique. Alors, mon blog politique, est politique, donc je n'y parle que politique, et surtout du cadre de mes activités politiques, c'est-à-dire le cadre des activités du Front National. Mon blog personnel, qui était un blog de réflexion essentiellement et qui prenait le relais des travaux du recours aux forêts. Oui, tu as remis des textes en ligne d'ailleurs. Pas récemment et pas depuis longtemps quand même, parce que j'ai plus le temps. En fait, pour une raison très simple, c'est que j'ai paumé mes mots de passe il y a déjà 6 mois. Des choses qui arrivent. Et donc j'ai pas pu mettre de texte dessus. Mais enfin, on avait publié des articles et des entretiens tout à fait intéressants, notamment avec Eugène Droverman, le théologien allemand, sur les questions d'écologie. La troisième voie d'expression, ce dont vous parlez, c'est-à-dire Maison Commune, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est géré par quelqu'un d'autre dans l'association. Très bien. On a rapidement passé sur les mois qui ont précédé ton engagement au front. Peut-être tu peux nous dire le processus qui t'a amené à rentrer dans la maison Front National, et les choix, en fait, ce qui t'a amené à ce choix-là. Je sais que ça surprend énormément de gens dans les journaux et sur Internet. Ton engagement a suscité interrogation. Oui, je suis devenu trouble. Je suis devenu un alter facho. Donc, un écolo facho, un alter facho. C'est ça. Bon, non, donc sérieusement, la logique est assez simple. Le constat que j'ai fait, c'est que par rapport aux enjeux qui étaient les nôtres, d'abord, petit préalable, je fais une différence très nette, et je pense qu'il serait utile qu'un certain nombre de personnes qui ont la prétention de faire de la politique se souviennent souvent de cela. En bon disciple de Julien Freund, je fais une différence très nette entre ce qui relève de l'idéologie et ce qui relève du politique. Ma démarche au Front National n'est pas une démarche idéologique visant à défendre des idées. On ne fait pas de politique pour défendre des idées, on fait de la politique pour prendre le pouvoir. Donc je ne suis pas au Front National, pour mettre les choses bien au clair, pour défendre des idées. Je suis au Front National parce que j'ai une idée très claire, qui est que les mois et les années qui vont arriver vont être probablement extrêmement durs, extrêmement difficiles, et qu'on n'imagine pas encore, enfin un certain nombre de personnes l'imaginent déjà depuis longtemps, mais on n'imagine pas encore ce qui va se passer, mais mon analyse, c'est qu'il va se passer une perturbation majeure, une perturbation sociale majeure en France et en Europe, et que ce choix d'engagement politique obéit à cette prise de conscience, à la nécessité, selon moi, de laisser de côté ce qui a toujours fait la logique de mon travail, c'est-à-dire effectivement plutôt un travail de type universitaire, publication de revues, d'articles, conférences, etc. Pour m'engager en politique, j'ai donc, je dirais, mis de côté en quelque sorte cette logique du travail de la pensée, cette logique du travail intellectuel, de la production d'articles, etc., pour m'intéresser plus particulièrement et pour m'impliquer dans un travail politique avec comme objectif de se rapprocher le plus possible des lieux de pouvoir, voire de l'occuper demain, pour une raison simple, c'est parce que je pense que vu les perturbations que nous allons avoir, les perturbations majeures, comme je viens de le dire,
nous ne pouvons plus nous permettre de tergiverser et d'enfiler des mouches, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment, j'invite d'ailleurs vos auditeurs à relire le dernier éditorial de Dominique Vénère du numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire sur Machiavel. Je pense qu'il faut être clair, nous ne pouvons plus, aujourd'hui, nous permettre de différer, si tant est que nous ayons une chance de pouvoir le faire, de différer notre approche, notre tentative d'accéder à des fonctions de responsabilité en France, permettant demain d'agir politiquement et efficacement. Certains ont... Et de s'organiser face au chaos, en fait. Alors, et de s'organiser par rapport au chaos, par rapport, je dirais, aux déstabilisations majeures qui nous attendent. Certains s'inquiètent ou certains sont surpris en quelque sorte de cette implication dans un mouvement qui est perçu comme un mouvement très nationaliste, très étatiste, etc. On en reparlera tout à l'heure. Oui, pour moi, la logique est simple. Il n'y a aujourd'hui qu'un seul instrument d'action politique disponible. Un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'État régional, il n'y a pas d'État européen. Il n'y a aujourd'hui, comme levier d'action politique possible et existant, que l'État national français. Et cet État national, avec tous les défauts qu'il a, ou éventuellement tous les défauts que certains veulent lui trouver, parfois de façon peut-être un peu excessive à mon sens, mais quelle que soit son histoire, cet État, sans état d'âme en quelque sorte, est le seul outil d'action politique. Alors, soit on veut faire de la politique et on se donne pour mission d'accéder à des leviers d'action de puissance publique, et dans ce cas-là, quel autre outil utiliser que celui qui existe ? Quel autre cadre ? C'est un point d'ancrage. Voilà, soit on a envie de faire l'idéologie et on réfléchit en faisant parfois un peu de fétichisme organisationnel à ce que serait, dans l'idéal, le meilleur État européen, l'Europe au sans drapeau pour certains, la régionalisation pour d'autres. Il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas d'autre levier aujourd'hui d'action politique que l'État national, que l'État structuré en France, avec tous les défauts qu'il a et toutes les tares historiques qui sont celles de cette unité, de cette entité politique-là. Elle est le seul instrument à notre disposition, et par rapport au timing, si je puis dire, qui est là une sorte d'analyse personnelle que j'ai eue, par rapport au timing que j'estime être le nôtre dans les 10 ans qui viennent, je pense que nous ne pouvons attendre des moyens d'intervention, des moyens de puissance publique d'aucune autre structure politique ailleurs. Donc en clair, prendre pied de l'appareil d'État avant d'envisager d'éventuelles autres évolutions par rapport au choix qui s'imposerait. Ce qui est intéressant, c'est que ce constat est fait par d'autres, d'ailleurs, à d'autres étages des combats politiques et militants ou dans d'autres sphères, voire ailleurs en Europe, par d'autres organisations. Est-ce à dire qu'on a un peu enterré trop vite la nation, ou en tout cas l'État-nation, dans nos réflexions des 20 dernières années ? Ça dépend de quoi on parle. Si vous parlez, s'il s'agit de dire que l'État-nation n'a pas été toujours vertueux, s'il s'agit de dire que l'État-nation s'est construite parfois sur la ruine des particularismes locaux, s'il s'agit de dire que l'État-nation n'a pas su toujours, en quelque sorte, tirer parti de la diversité, de la biodiversité, de la biocomplexité, en quelque sorte, de ses parties constituantes, qu'il a été même parfois une structure oppressive lorsqu'il était dirigé par des gens qui avaient un mépris puissant pour les entités charnelles, pour le peuple. Alors oui, tout État, tout outil politique, à partir du moment où il est mal utilisé, peut effectivement être nuisible. L'État-nation n'échappe pas à la règle. Ce que je voulais dire par là, c'est que dans nos milieux et dans nos cercles de réflexion, on a parfois aussi tiré un trait sur ce niveau État-nation en disant région Europe, et en essayant de lire région Europe en disant l'État-nation est un phénomène et un système et un outil transitoire qui tend à disparaître. Il y avait quand même une voie médiane entre un État-nation de type jacobin et un État-nation fédéral. Attention, j'ai pas défini ça. Je dis que souvent dans les travaux, on évacuait cette sphère-là en disant elle est plus opérante, elle ne fonctionne pas. Mon problème n'est pas, je fais pas une obsession je fais pas une obsession de la nation. Mais c'est intéressant de voir que finalement l'outil est pas. J'ai un point de vue purement pragmatique et politique. Voilà. En politique, le but c'est de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est donc se doter des moyens d'exercer le pouvoir et d'avoir, je dirais, prise sur ce qui a pris sur nous. Et donc cette logique-là, ce travail-là, ne peut être fait qu'avec des outils qui existent. Non, alors clair. On peut toujours enfiler des mouches sur l'avenir pour savoir si un jour il existera un outil
plus efficace. Certains penseurs, je dirais, qui confondent parfois un petit peu l'action politique et le travail de la pensée, pensent qu'on devrait passer, je dirais, mécaniquement et enterrer définitivement aujourd'hui cet État-nation qui est effectivement battu en brèche, contesté par le pouvoir des multinationales, par les organisations de Bretton Woods, par le pouvoir européen qui est malheureusement souvent n'a d'européen que le nom et qui est en fait une chambre d'enregistrement des décisions et des normes qui sont votées dans des institutions internationales. Toute la question, c'est de savoir si aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que si on veut, si on a une idée du timing qui nous attend, si on se pose la question de savoir ce à quoi nous allons être confrontés dans l'avenir, soit on décide de faire un travail de la pensée et on peut continuer à réfléchir sur le modèle d'organisation idéal. Les deux étant compatibles. Dans un monde idéal. Et les deux ne sont pas incompatibles. Tout à fait. Voilà. Soit on fait de l'action politique, c'est-à-dire on considère qu'il y a une urgence, et cette logique de l'urgence n'est pas toujours forcément bonne conseillère pour autant. On considère qu'il y a une logique d'urgence et qu'en fonction du timing qui nous est imparti, si je puis dire, le seul outil disponible pour agir, c'est celui-ci. Vous remarquerez que le Front National a de ce point de vue-là une position qui est tout à fait pragmatique. Je dirais la principale vertu de Marine Le Pen, c'est sa plasticité en quelque sorte intellectuelle. C'est quelqu'un qui c'est une vraie politique. Elle a une expérience politique de 42 ans, donc elle a une expérience politique qui dépasse très largement la mienne. Cette plasticité intellectuelle lui permet d'envisager précisément le travail politique, non pas comme, je dirais, le prolongement d'un travail intellectuel, mais bien pour ce qu'il est en son essence, au sens de Freud, c'est-à-dire celui qui a pour fonction et pour objectif d'atteindre et d'exercer le pouvoir. Alors, justement, comme on parle de pouvoir, on va parler justement de prise de fonction et de pouvoir. Tu évoquais il y a un instant Marine Le Pen. Bon, le point de départ de ce que l'on peut appeler le nouveau Front National, c'est bien ce discours qui a été prononcé par Marine Le Pen, qui à bien des égards a surpris et l'auditoire présent à Tours, et les analystes, et les journalistes, et même la classe politique, qui a bien été embêtée par certaines tournures. Alors, j'aimerais que, voilà, en guise de point de départ sur la réflexion qu'on va mener autour du Front National, on cachera pas non plus les critiques qui sont portées à tout ça. J'espère bien. Tu nous dises quelques mots de ce discours qui effectivement rompt avec une logique discursive du front, rompt avec des traditions, des coutumes, rompt avec un pacte vieux d'au moins 20 ans qui est de dire un gros discours égale un gros pavé sur l'immigration. Là, pas du tout. On parle effectivement des flux migratoires, de l'immigration, mais on parle surtout de l'État, on parle surtout de justice sociale, on parle surtout d'un État fort. Comment tu analyses cette rupture et qu'est-ce que tu peux voir venir de tout ça dans ton travail ? Je crois que les commentateurs ont bien relevé que ce discours était un discours politique. C'est-à-dire que c'était pas un discours pour se faire plaisir, c'était pas un discours pour exploser l'applaudimètre dans la salle, c'était pas un discours pour faire plaisir à des anciens enquistés dans des combats d'arrière-garde, c'était un discours politique, c'est-à-dire c'était un discours qui était sur le plan de sa forme comme sur le fond parfaitement pragmatique, logique et structuré. Et c'est ce qui a surpris peut-être les commentateurs politiques, toujours habitués qu'ils sont, je dirais, enfin avec aussi les œillères qu'ils ont aussi, mais habitués qu'ils étaient effectivement un discours du Front National qui mêlait souvent, je dirais, des réflexions d'ordre éthique, d'une éthique qu'on n'est pas obligé de partager ou qu'on peut partager ou non en tout cas, mais d'ordre éthique sur ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est bien, ça c'est pas bien, machin c'est un salaud, trucmuche c'est un chic type. On est sorti un peu de ce discours sur les choses pour être dans une approche de type politique, c'est-à-dire non pas de raconter le monde, mais il s'agissait pas de narrer le monde, de donner notre vision, de donner la vision en quelque sorte du Front National sur le monde. Il s'agissait avant tout de poser les moyens d'une appréhension du réel et d'une action sur ce réel. Et c'est ça qui a frappé, je pense, les esprits, c'est que
tout ce que restituait ce discours, c'était cet immense pragmatisme, cette maîtrise et ce pragmatisme-là. Certains y ont trouvé des incohérences, on pourra en parler si vous voulez. Moi, je n'y vois pour ma part aucune incohérence. Il est effectivement en rupture avec la tradition de ce qui s'est fait à certaines époques au Front National, mais vous noterez aussi qu'il est tout à fait dans la continuité finalement je dirais, de la sensibilité qui a vu naître ce mouvement, avec lequel dont il s'est parfois éloigné à certains moments, sous l'influence d'un tel ou des événements, parfois aussi. Ce discours est un discours qui a frappé encore une fois les esprits, et je terminerai là-dessus, et en particulier les médias, parce que Marine Le Pen n'a pas éprouvé le besoin de revenir sur les antiennes habituelles du Front National, mais a montré que le Front National, comme parti de gouvernement, comme parti qui avait vocation à être un parti de gouvernement, n'avait pas vocation simplement à s'exprimer uniquement que ce sur quoi il s'exprime depuis 30 ans. Voilà. Alors, la première frange des critiques a parlé d'une erreur, enfin en tout cas a mis en avant le manque d'expérience politique. Là, tu bats en brèche ces propos-là en disant voilà, elle vient de faire une erreur, elle est en porte-à-faux vis-à-vis de son électorat et de ses sympathisants. Certains un peu plus fins, comme Jaffray, comme d'autres, ont dit non, c'est une prise de risque politique, mais elle tire le front sur un autre terrain. Donc là, clairement, pour toi, c'est ça. Ce discours visait à une sorte de bond en avant ou de bond de côté, enfin en tout cas à un changement d'axe qui était promulgué et dont le tempo était donné dès l'entrée en fonction de Marine. Il était pensé. Marine Le Pen est sur cette logique-là déjà depuis plusieurs mois, et d'ailleurs bien avant que je commence à travailler avec elle. Donc il n'y a pas de rupture de ce point de vue-là, en tout cas pas pour elle. Oui, c'était un choix assumé, c'est pas une erreur de casting, c'est pas un mauvais choix politique. D'ailleurs, il suffit de regarder l'évolution des courbes de sondage et de sympathie et la prise. Oui, on va en parler, c'est effectivement. Bon, non, je pense qu'effectivement tout ça a été bien pensé, bien structuré, bien assumé, et que les résultats sont quand même plutôt au rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce discours a aussi grandement perturbé une partie non négligeable, quoique une partie, c'est pas toute la totalité du monde militant et sympathisant, qu'on peut qualifier de nationaliste traditionnel ou nationaliste dur, qui s'est dit tiens, voilà, en gros, elle sort du cadre. C'est au mieux une faute, au pire une trahison. Alors que répondrais-tu à ces militants ou sympathisants? Il y a eu même des claquages de porte, je pense. Non, moi je ne parlais absolument pas ni de cadre, ni de figure, mais bien plutôt de ceux qui s'expriment au travers de forums sur le net en disant oh là là, c'est pas du tout ce qu'on a connu. Alors il y a des gens qui effectivement les effets au sein du front, c'est aussi lié à ces raisons-là. Comme à toute période de changement, il y a des gens qui sont perturbés. Enfin ça a été beaucoup exagéré, j'ai trouvé, parce que moi voyant ça de l'intérieur, j'ai pu mesurer en ayant des entretiens réguliers avec des gens qui étaient considérés comme je dirais plutôt des gens opposés à cette ligne. J'ai pu mesurer que tout ça a été considérablement exagéré. Il n'y a pas eu de réaction énorme. Il y a quelques personnes qui... vous savez, il y a des gens qui, quand leur logique personnelle, qui ont besoin en fait de transformer des problèmes personnels ou des vexations personnelles en problèmes idéologiques parce que ça fait plus classe, soyons clairs... Sur le fond, j'ai pas vu passer beaucoup d'arguments. Là, je ne jugerai pas, je connais pas, mais je m'en remets à toi. Mais je parlais plus particulièrement allez, on va même utiliser le terme d'angoisse de certains en disant l'outil Front National qui était notre outil qu'on connaissait bien, voilà, les cadres qui étaient fixés sont en train de bouger, certains ont été perturbés. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire pour les rassurer ou en tout cas leur expliquer qu'il faut aussi franchir le cap, avancer ou pas du tout? J'ai pas vu passer beaucoup d'arguments. D'accord. J'ai pas vu passer. Moi, je veux bien répondre à des arguments concrets, si vous voulez. Si vous me dites, est-ce qu'il est logique de défendre telle idée à partir du moment où on veut faire telle chose, je pourrais vous répondre. Alors, dans les critiques, il y avait les systémo-compatibles, voulu, souhaité, promu par le système. Oui, alors là, on est dans. Voilà.
on est dans le cas type, là, si vous voulez, de la confusion entre idéologie et politique, c'est-à-dire de gens qui pensent que pour faire de la politique correctement, il faut avoir des idées justes. Évidemment, eux ont des idées justes, les autres sont des cons. Et dans ce contexte-là, évidemment, on est complètement à côté de la plaque. Moi, je veux bien répondre, si vous voulez, à des arguments, mais répondre à des états d'âme, c'est inutile. Et en l'occurrence, j'ai vu beaucoup de poussées de testostérone, si vous voulez, ou de progestérone pour d'autres, mais j'ai pas vu passer beaucoup d'arguments. Alors moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui nous disent bah, ça me plaît pas beaucoup, etc. J'ai vu surtout des gens qui avaient fait des choix, des engagements qu'ils ont peut-être regretté amèrement après, qui ont vu finalement et qui se sont peut-être investis émotionnellement, peut-être au-delà de ce qui était raisonnable, pour, je dirais, justifier a posteriori idéologiquement finalement des erreurs d'aiguillage ou des erreurs de casting qui reposent plus essentiellement sur des affinités de personnes que sur du fond. Donc encore une fois, j'attends les arguments de fond. Je n'en ai pas vu passer beaucoup, même je n'en ai vu passer aucun sérieux. Ça tendrait même à s'aplanir. Eh bien, en tout cas, si vous en avez quelques-uns, je veux bien les traiter aujourd'hui. C'était aussi non, j'en ai pas en voilà. soute. Hein, encore une fois, je ne répondrai pas aux états d'âme. Je concède à tout le monde le droit d'avoir des poussées de testostérone, mais encore une fois, ça fait pas. On n'organise pas, on ne structure pas le débat politique à partir de ce genre de considérations. Alors revenons justement à la surprise du monde médiatique. On disait premier étage de la fusée, on se demande ce qui se passe, on essaie d'analyser le discours. Deuxième phase, on tente de requalifier le Front National Marine en disant populisme, pas populisme, populisme de gauche nationale, antilibéral, pro-libéral, voilà. Est-ce que tu pourrais... Alter-facho Alter-facho, on va y arriver peut-être. Quel est ton sentiment là-dessus ? Moi je trouve ça amusant et intéressant, en tout cas ça bouge, ça met pas mal de gens en ébullition, ils étaient quand même un tout petit peu endormis depuis un moment sur ce plan-là. Oui, c'est comme quand on commence à chercher des mots pour essayer de qualifier un mouvement et qu'on éprouve le besoin de renouveler son vocabulaire, ça prouve que les choses changent. Oui. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Alors, revenons à ce discours. L'État fort, un État souverain, un État qui intervient pour réparer l'injustice. Ça, c'est très intéressant tout de même. Ça faisait un moment qu'on l'entendait plus, ce rôle de l'État. Oui, on va dire que dans le Front National, n'a pas vraiment prédominé, mais a été présent pendant quelques années, pendant assez longtemps. Ont été présents plusieurs types de discours. Un de ceux qui était le plus entendu était un discours poujadiste, on va dire, qui tenait un discours en clair sur la nécessité d'une protection à l'extérieur et d'une liberté à l'intérieur, en clair, pour faire très simple. C'est-à-dire qu'il s'agissait... Oui, on est coutumier de ce discours, effectivement, là bien. Donc ce discours-là est un discours qui se structurait autour d'une critique de tout ce qui ressemble de près à l'appareil d'État, l'administration, une critique des fonctionnaires surtout, qui était perçue comme en quelque sorte des poids, des charges insupportables, inacceptables par rapport aux forces vives qui étaient forcément le commerçant, le créateur d'entreprise, etc. Donc ce discours, effectivement, a considérablement évolué. Il a évolué d'abord parce qu'il y avait une réflexion de fond. La réflexion de fond, pour dire les choses simplement, c'est de se rappeler que finalement l'histoire de la légitimité sociale, du transfert de la légitimité sociale, de la légitimité de la protection sociale, de l'inclusion sociale, de la sphère sociale, était historiquement celui de la communauté. C'est dans la communauté, Édouard Goldsmith parlait de la régulation sociale par le potin méchant. En clair, vous faisiez une connerie, votre grand-mère allait se faire mépriser en allant faire ses courses, votre fils allait se prendre un poing dans la gueule pendant la cour de récréation, et votre femme allait se faire mépriser sur son lieu de travail. Bon, ça, c'était la régulation sociale par le potin méchant. Et donc, avec ce type de fonctionnement-là, dans une société cohérente, où les gens s'accordent, on va dire, sur ce qui est pré-réflexif, sur ce qui est pré-intellectuel, c'est même pas de l'ordre du système de valeurs, c'est de l'ordre de la façon de sentir en commun, en quelque sorte. Dans un système comme celui-ci, où la population est relativement homogène, où les gens s'accordent en quelque sorte sur les normes de valeurs, c'est la communauté en quelque sorte qui pose la régulation sociale, qui pose les normes, etc. Bernanos, je crois, disait un curé en moins, c'est un flic en plus. C'est un peu ça. L'idée générale, c'est que dans ce type de société-là, c'est un psychologue en plus aujourd'hui. Voilà. Dans ce monde-là, on pourrait tout à fait dire ça. Dans ce monde-là, la question en quelque sorte de
la régulation sociale se réglait assez simplement, assez facilement. L'État, pendant longtemps, a été essentiellement une instance politique qui a voulu créer en quelque sorte une unité politique, un cadre politique. C'est l'histoire de la nation française, qui, contrairement à la nation allemande, n'est pas une nation qui est partie de la base, c'est-à-dire c'est pas la transformation d'un peuple en nation, mais c'est la constitution d'un peuple par un projet politique, à partir d'une hétérogénéité de population, d'ethnie, de langue, de culture, etc., etc. C'est le projet France, en quelque sorte. Cette légitimité, en quelque sorte, du cadre social communautaire et du cadre étatique ont très bien pu s'accorder pendant de nombreux siècles. Regardez Louis XIV. Sous Louis XIV, on a un État extrêmement fort, reconnu dans le monde entier, un souverain qui est considéré comme un des souverains les plus brillants de l'histoire de France et des plus puissants de l'histoire de France. Donc un État extrêmement fort, et pourtant 80% de la population française ne parlait pas le français. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité fondamentale, en quelque sorte, entre ces communautés à la base, en quelque sorte, et cet État qui... On était une époque où l'État jacobin n'avait pas justement rompu avec toutes ces communautés médianes et d'appartenance, et a rasé toutes ces communautés d'appartenance. Et l'histoire de France, c'est bien l'histoire, en quelque sorte, progressive de cette montée en puissance de l'État sous essentiellement des impulsions idéologiques à partir du XVIe siècle, à partir du XVIIe siècle, et surtout cette accélération prodigieuse à partir de la Révolution française, avec effectivement le jacobinisme, où l'État, en quelque sorte, vient recevoir, en luttant, en organisant en quelque sorte l'homogénéisation du territoire et en remettant en question, je dirais, le pouvoir d'inclusion sociale de la communauté, vient prendre la place de cette communauté. Oui, surtout il n'y a plus d'instrument médian entre le citoyen constitué de la nation politique et l'État en lui-même. Oui, mais simplement, cet État va assurer quand même globalement plutôt bien cette fonction pendant plusieurs dizaines d'années. On pense toujours aux instituteurs de la Troisième République. Il y a eu, à un moment en France, l'État a joué ce rôle. Il a su certes sur une période de temps beaucoup moins longue, il a su aussi pendant quelques années, pendant quelques dizaines d'années, jouer aussi un rôle protecteur. Il a su être en quelque sorte, prendre en charge en quelque sorte cette légitimité, cette inclusion sociale, ce monopole de la violence légitime et de l'inclusion sociale. Il a été capable de l'assumer et il a été capable en quelque sorte de le représenter, de l'assumer de façon correcte et dans l'intérêt des populations. Tout change à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où finalement, il y a des prémices bien avant, bien évidemment, des prémices idéologiques notamment bien avant, avec des réseaux, etc. Mais tout change à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où finalement... se mettent en place, avec De Gaulle, qui a quand même toujours cette vocation de créer un dispositif de solidarité sociale collective, etc. On est toujours un petit peu dans cette logique-là, d'un État protecteur, une autre chevauche, etc. Et progressivement, dans les années qui vont suivre, l'État, en quelque sorte, va céder sous la pression, sous la pression du marché, et transférer de plus en plus de fonctions au marché. Le point de bascule me semble être mai 68, symbolique, le point de bascule symbolique me semble être mai 68. Et donc l'histoire de la France, c'est l'histoire finalement de la légitimité sociale qui passe de la communauté à l'État, puis de l'État au marché. État qui dans un premier temps se retrouve en quelque sorte concurrencé par le marché, puis après, au bout d'un certain temps se retourne pour devenir en quelque sorte l'instrument du marché et des volontés du marché mondial sur sa propre population. Donc on a vu cette chose absolument hallucinante ces 20 dernières années. On a vu d'un État qui était en opposition, en concurrence relative avec le marché, d'ailleurs critiqué par le marché pour son manque d'efficacité, etc. On retrouve là la critique historique du Front National, bien sûr. On a vu cet État se retourner, en quelque sorte, et passer au service des forces de l'argent, des forces internationales de l'argent, des institutions de Bretton Woods, tout à fait, pour devenir non plus un instrument de protection des peuples, en quelque sorte, et de sa propre population, mais en quelque sorte la courroie de transmission de la volonté du marché dans son processus de dérégulation sociale, d'atomisation, de remplacement, de consommation effrénée, d'asservissement et d'aliénation. Et la politique, notamment la politique sur l'immigration, la politique de l'État, des élites, je dirais, françaises sur l'immigration depuis 30 ans est assez révélatrice de cela. C'est donc dans ce cadre-là, si vous voulez, qu'il faut replacer la priorité donnée par le Front National à cette question de l'État. L'objectif, dans l'ordre, si je puis dire, dans l'ordre, ça ne veut pas dire que c'est le seul et unique objectif, mais si on doit reprendre des choses à la base, c'est déjà et avant tout, en dehors de la question du pragmatisme politique qui veut que l'État est aujourd'hui le seul moyen d'agir politiquement, notre priorité, c'est donc de reprendre le contrôle de l'État pour retourner l'État et en faire à nouveau
de restaurer l'État pour en faire à nouveau une instance de protection au service du peuple, et la protégeant contre quoi, finalement? Contre les institutions de Bretton Woods, contre la loi des marchés et contre la loi de la finance. Très bien. Très bien. Et alors moi, en t'écoutant, je pensais à quelque chose. Je me disais, bon, on parle beaucoup d'État. Comment l'écolo régionaliste que tu es arrive à concilier justement... bon, tu viens d'y répondre en partie, c'est-à-dire à concilier cette position avec celle exprimée dans le discours de Marine. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est qu'être régionaliste. Moi, je me suis toujours senti localiste. C'est-à-dire que je défends l'idée selon laquelle nous retrouverons de la densité. C'est bien d'avoir un État, mais derrière, il faut effectivement à nouveau densifier le territoire. Et une des clés, je dirais, de la réussite, notamment en matière économique, c'est la relocalisation des activités économiques, c'est-à-dire le rapprochement entre les lieux de production et le lieu de consommation. C'est un point de vue typiquement justifiable du point de vue écologiste, qui est d'ailleurs porté par notamment les altermondialistes, mais qui était initialement porté par Edward Goldsmith, qui se qualifiait lui-même de réactionnaire paléolithique en la matière. C'est donc cette volonté d'amener, de permettre en quelque sorte la relocalisation. C'est aussi une façon de contourner le poids des marchés, notamment sur les cours des matières premières. C'est d'assurer l'autonomie de la population sur le plan de ses possibilités de se nourrir, de ses besoins fondamentaux. C'est aussi une façon de créer de la diversité, de créer de la créativité. C'est une façon aussi de limiter, bien sûr, l'impact écologique des transports, notamment sur l'alimentation. C'est une façon aussi de saper. Et pour être très clair avec vous, il s'agira pour nous même de s'attaquer de façon extrêmement franche et directe au réseau de la grande distribution, qui aujourd'hui sont en grande partie avec, je dirais, le poids des institutions internationales type FAO, de l'évolution responsable en partie de l'évolution de l'industrie agroalimentaire en France. Donc le Front National prendra clairement position pour les réseaux de distribution locaux, pour la relocalisation des économies. C'est déjà fait. Relisez précisément le discours de Marine Le Pen. Il y a tout un passage sur cette nécessaire relocalisation des activités humaines. C'est une thématique qu'elle a tout à fait bien développée, qui n'est pas nouvelle chez elle. C'est une thématique qu'elle avait déjà depuis de nombreuses années. C'est une nécessité. C'est une nécessité face à laquelle il n'y a pas d'alternative. Nos ennemis là en la matière sont clairs. Enfin, on les a identifiés de façon très claire. Ce sont des institutions internationales de Bretton Woods. Ce sont les institutions européennes qui aujourd'hui ne jouent pas ce rôle de protection et sont en quelque sorte les courroies de transmission de cette volonté des institutions de Bretton Woods. Ce sont aussi tous les organismes d'État, mais aussi et surtout les réseaux privés, en particulier le poids des multinationales de l'agroalimentaire et des réseaux de la grande distribution qui jouent un rôle essentiel pour en quelque sorte empêcher tout développement, toute autonomisation en quelque sorte des consommateurs pour empêcher un libre choix réel, quoi. Non, ce qui est intéressant dans le discours, c'est en tout cas, il y a une attaque frontale du véritable ennemi, c'est-à-dire la nouvelle classe, la nouvelle oligarchie mondiale économico-financière, en fin de compte, voilà, qui mène le ton là sur pas mal de points. Seulement, petite remarque donc concernant, pour revenir rapidement à l'État. Donc tu évoques effectivement à la fois sur le plan de ta sensibilité personnelle et de la nécessité, donc la question du localisme. Ça impliquerait quand même concernant l'État français, une certaine mutation ensuite interne concernant sa centralisation traditionnelle, avec tout ça implique au niveau fonctionnel, au niveau administratif, de la bureaucratie, etc. Ça impliquerait quand même à terme une mutation quand même non négligeable de l'État français tel qu'il se décline actuellement pour être compatible avec un nécessaire localisme. Oui, simplement sans pour autant aller jusqu'à une fédéralisation, pour reprendre de tels termes, etc. Mais en tout cas, et éventuellement aussi reprendre bien sûr la question de la décentralisation avec tous les ratés que ça peut entraîner actuellement, concernant les potentats locaux, les coups des franges qui sont laissés à des petits... Si la relocalisation, ça consiste en fait à reproduire au niveau local les conneries qui ont été faites au niveau national ou régional, inutile de vous dire qu'on sera dans l'empilement des structures et dans l'empilement des incompétences. Ce qui se vérifie d'ailleurs un peu aujourd'hui, on le voit dans la gestion des régions, etc. Tout à fait. Alors, pour terminer sur cette partie-là, qui est excessivement intéressante et dont on va suivre les évolutions, il y a effectivement un certain nombre de prises de position qui ont déjà été faites. J'ai vu récemment une vidéo sur
les scandales alimentaires, et on va même dire l'empoisonnement généralisé des populations européennes, dans laquelle il y a des prises de position assez dures contre Monsanto et contre la grande industrie. Ça faisait un peu l'actualité médiatique. Il y a eu la projection d'un documentaire sur Arte très intéressant, signé par Marie-Monique Robin, qui avait déjà attaqué Monsanto en 2008, un documentaire intitulé « Notre poison quotidien ». Donc je crois qu'on est un petit peu dans cette question. Et d'ailleurs, tu avais fait une déclaration il n'y a pas si longtemps, justement concernant la question de la sécurité alimentaire, je crois. Notre souveraineté à ce niveau-là. Oui, c'est tout à fait dans la suite logique de ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, là, soyons clairs, un certain nombre de multinationales, de transnationales maîtrisent complètement le marché de l'agroalimentaire au niveau mondial. Ces entreprises multinationales, au premier rang desquelles Monsanto, qui représente quand même 80% des dépôts de brevets sur l'agroalimentaire, sur les OGM à l'agroalimentaire dans le monde. Donc cette société et ces entreprises ont un pouvoir inacceptable, je pèse mes mots, sur un certain nombre d'organisations qui sont destinées en fait à des organisations de protection des consommateurs, protection du public. C'est notamment le cas de la FAO. C'est aussi le cas de la FDA aux États-Unis, Food and Drug Administration, donc qui s'occupe non seulement de l'alimentaire, mais aussi du médicament. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les choses sont assez simples. Je pense que si vous regardez le documentaire qui a été mis sur Arte, qui s'appelle Le Monde sur le Monsanto, ou si vous regardez plus récemment Le poison dans nos assiettes de Marie-Monique Robin. Il y a aussi Nos enfants nous accuseront, j'y pensais. Nos enfants nous accuseront. Il y a beaucoup de films intéressants. Eh bien, vous voyez ce qui se passe. C'est-à-dire que ces firmes, en quelque sorte, exercent une pression très forte sur les institutions chargées, en quelque sorte, d'édicter les règles. Et lors de cette conférence à laquelle vous faites allusion, j'ai pointé les manquements, en quelque sorte, à l'éthique, pour ne pas dire davantage, de l'EFSA, qui est l'organisme, le European Food and Drug Administration. Le FSA, pardon, c'est pas exactement l'énoncé, le FSA, donc qui est chargé de la protection des consommateurs en Europe, et qui est en fait une organisation qui relaie purement et simplement les décisions de la FAO, voire de la FDA, pour les imposer sur le marché européen. Je donnais notamment dans cette conférence l'exemple de l'aspartame et du bisphénol A. Voilà, tout à fait, le bisphénol A, qui est quand même un produit qu'on retrouve dans les biberons. Bien sûr, le bisphénol A dans les biberons, mais dans les boîtes de conserve, dans toutes les boîtes de conserve. C'est la petite pellicule blanche pour nos auditeurs. Voilà, c'est la fameuse pellicule blanche à l'intérieur des boîtes de conserve de haricots ou de... Bon, c'est un reprotoxique, c'est-à-dire en clair un perturbateur endocrinien, c'est un mutagène, c'est un cancérigène, c'est incroyable, quoi. Et il n'est pas interdit du tout dans l'industrie agroalimentaire, il a été interdit dans la production des biberons. Dans la production des biberons, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Là, il y avait un impact émotionnel certain, donc on a voulu un petit peu... c'est ça, on a voulu calmer le jeu. Mais il reste autorisé à hauteur de 50 microgrammes par poids de corps, par kilo de poids de corps, par le FSA aujourd'hui. Ce qui est hallucinant quand on y pense. Il y avait une émission extrêmement intéressante il y a quelques mois là-dessus, et sur les emballages plastiques également. Voilà, sur les effets aussi tout à fait. Pathogènes de tous ces composants et tous ces moyens utilisés aujourd'hui pour la nourriture moderne et pour le conditionnement de ce que nous mangeons, de la malbouffe que nous consommons en plus ou moins grande quantité chaque jour, quoi. Alors, est-ce que tout ça rentre dans les fonctions que tu as en tant que responsable de Cap Écologie au sein du Front National ? Oui, le Cap Écologie, on va dire que c'est à l'intérieur du Front National, il y a plusieurs types de structures, et je participe aussi simultanément à un dispositif qui est mis en place, qui est un dispositif qui consiste en fait à réunir des spécialistes sur des questions pour être capable de produire un travail de fond qui doit déboucher normalement après sur une base programmatique gouvernementale sur des communiqués, à partir d'octobre de l'année 2011 de cette année, quoi. D'accord. Donc le Cap Écologie, c'est notamment effectivement un pôle qui s'occupe de toutes ces thématiques-là. Je vais en gérer certainement au moins 2 autres, mais ce qui est important de retenir, c'est que le Front en fait s'est organisé pour être capable de fédérer, puisque depuis le congrès de Tours, nous voyons arriver des spécialistes de très haut niveau dans à peu près tous les domaines et secteurs d'activité, y compris les plus pointus, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de l'administration civile, sur le terrain de dans l'armée, etc. Énormément de monde, donc de gens extrêmement pointus et compétents, et qu'il faut faire travailler tous ces gens-là dans des commissions de travail, et pour être capable demain, en quelque sorte, d'assurer une alternative sans trop de perturbations.
Donc il s'agit de constituer un programme de gouvernement et les équipes permettant de réaliser le cas échéant ce qui sera nécessaire de faire. À ce propos d'ailleurs, et pour coller un peu à l'actualité, le séisme au Japon et le tsunami et la catastrophe potentiellement très dangereuse nucléaire qui a eu lieu au nord-est du Japon a suscité des débats au sein de la classe politique française, notamment les Verts qui sont montés au créneau en demandant un débat national sur le nucléaire, et d'autres qui sont montés au créneau aussi pour dire attention, ça n'a rien à voir, justement le nucléaire français est pensé en termes de sécurité bien plus que ce que ne l'est le nucléaire japonais ou chinois. Tu as publié une tribune là-dessus, simplement pour que nos auditeurs soient tenus un petit peu informés de ce débat. Quel est ton sentiment là-dessus ? Je pense pas que le nucléaire français soit mieux géré que le nucléaire japonais, tout à fait entre nous. D'accord. J'étais d'ailleurs très admiratif du sang-froid, de la discipline. Je suis admiratif d'une façon générale du sang-froid, de la discipline des Japonais qui ont tranché avec les comportements d'un certain nombre d'autres populations qui ont été soumises à des séismes ces derniers mois. Si on se rappelle un petit peu. Je crois que là, il est évident. Originellement, il y avait que ça. Dans leur mythologie nationale, déjà, on a intégré cette réalité, quoi. Oui. Alors on l'a intégré, mais il y a aussi un sens de la discipline et du sens commun, de la discipline de l'intérêt commun qui était vraiment admirable. Et bon, je n'ai rien d'autre à dire que le système nucléaire français est conçu un petit peu différemment, même si ce sont fondamentalement les mêmes technologies. S'il y a un point de différence, c'est peut-être effectivement dans ce qu'on appelle les enceintes de confinement, puisqu'en fait le bâtiment... La sécurisation des centrales. On va dire que si vous avez une explosion dans un bâtiment japonais, vous n'avez pas forcément une explosion du centre de confinement. Alors qu'en France, l'un se confond avec l'autre en quelque sorte. Donc c'est pas exactement totalement la même conception. Mais ils avaient appréhendé les risques sismiques en faisant ce choix. Ils avaient appréhendé des risques sismiques. Ça n'empêche pas, il faut quand même bien admettre une chose, c'est que ces risques, l'industrie nucléaire le nucléaire n'est pas une énergie parfaite. Elle a aussi ses défauts, des gros défauts. C'est bien beau de la critiquer, mais à partir du moment où on veut la remplacer par des entreprises, par des centrales au fioul ou au charbon, je crois qu'on se met pas vraiment en situation d'améliorer la situation. Donc les éoliennes aussi. Les éoliennes, il en faudrait beaucoup pour pouvoir éventuellement pouvoir remplacer ne serait-ce qu'une centrale. Donc, soyons sérieux. Aujourd'hui, malheureusement, notre production d'énergie en France repose sur le parc de 59 centrales, de 59 réacteurs en France. Ce parc est aujourd'hui ce qui nous permet, qui est d'ailleurs considéré comme une énergie propre par un certain nombre de spécialistes, qui n'est pas sans danger, mais qui est quand même plutôt propre, notamment du point de vue de son impact sur les perturbations climatiques, rejet de gaz à effet de serre, etc. Cette énergie n'est pas parfaite. Le Front National a fait savoir à plusieurs reprises que lors de son arrivée au pouvoir, il engagerait un effort extrêmement fort pour arriver à obtenir une diversification, en quelque sorte un mix énergétique satisfaisant, en mettant de côté les fausses bonnes idées écologiques que sont par exemple les microcentrales hydrauliques ou l'éolien. Oui. Quand on sait en plus que certains de ces promoteurs sont parfois stipendiés par les multinationales du pétrole pour justement essayer de mettre en porte-à-faux l'énergie nucléaire, en tout cas la filière nucléaire française et d'autres par le monde. Qu'il y ait des intérêts cachés derrière les revendications d'un certain nombre de partis politiques, systématiquement et caricaturalement anti-nucléaires, ça ne fait pas de doute, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais l'inverse existe aussi. Il y a aussi en France des réseaux, des milieux qui sont stipendiés aussi par l'industrie nucléaire et qui manquent aussi d'une objectivité relative en matière d'analyse sur ces questions. Alors justement, Laurent, sur une thématique un peu connexe, on a évoqué l'effet de serre tout à l'heure, il est sorti récemment un ouvrage qui fustige le négationnisme climatique en quelque sorte, donc qui s'en prend à ceux qui critiquent la thèse du réchauffement climatique. Quelle est ton opinion là-dessus ? Je pense qu'il ne faudrait pas abuser du terme du mot négationnisme. Je pense qu'à force de le mettre à toutes les sauces, ça va finir par devenir une aimable plaisanterie. Et je pense que fasciste, c'est ça. Mais ils l'ont pas encore dit, mais je pense, j'ai pas lu le bouquin. On ne doit pas être très loin, quoi, à mon avis. Donc première réflexion, il faut se méfier des mots.
Deuxième réflexion, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes ne veulent pas de débat. Ne veulent pas de débat parce que je dirais que cette polarisation en quelque sorte de l'opinion publique mondiale sur les problèmes de climat satisfait en quelque sorte pas mal d'intérêts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de climat. Je ne dis pas non plus que la question finalement qui est posée, c'est dans quelle mesure l'homme est responsable de ces évolutions de climat. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je dis que je ne suis pas suffisamment, j'ai pourtant pas mal étudié la question, je crois ne pas être assez aujourd'hui suffisamment bien informé, avoir suffisamment de recul et d'outils et de mathématisation efficace pour être capable réellement de pouvoir vous dire ce que j'en pense. Ce que je pense par contre, en tant que politique et non pas en tant que scientifique, c'est que le débat doit rester libre sur ces questions. Et je me méfie beaucoup des excommunicateurs dans quelques terrains, sur quelques domaines que ce soit, des gens qui ont la vérité révélée et qui prétendent surtout cimenter les débats sur ces questions-là. Je pense qu'il faut maintenir un débat public sur ces questions, si possible essayer de le normaliser un petit peu pour avoir des échanges un petit peu structurés. Je crois que cette question cette focalisation par ailleurs des problématiques sur le climat a aussi un autre objectif. Elle met de côté tout un tas d'autres revendications ou thématiques écologistes. J'attire l'attention de tous les militants écologistes et altermondialistes et je leur dis méfiance. Je dirais l'approche macroscopique en matière d'écologie lorsqu'on parle de climat a surtout un effet extrêmement concret, c'est qu'elle a tendance à déposséder en quelque sorte les États, non seulement les États, c'est une chose, mais surtout les gens, de l'idée selon laquelle en quelque sorte ces questions-là sont à leur portée. Il y a là un processus de délégitimation démocratique extrêmement fort et qui légitime de façon quasiment subliminale en quelque sorte une gouvernance mondiale et une gouvernance que je ne perçois pas compte tenu de ce livre auquel vous faites allusion, comme particulièrement démocratique dans ses pratiques. C'est clair, ouais. Très bien. Alors, ce volet, on va dire, écologique est passionnant. Ça n'est pas le seul qui est agité en ce moment et mis en avant par le Front National. J'aimerais, avant qu'on passe sur ces autres volets mis en avant, qu'on arrive à ta fonction de délégué national à la formation, puisqu'elle va préparer justement ce qu'on va dire notamment en termes de justice sociale et de campagne des cantonales qui arrivent. Peux-tu nous développer un peu tes fonctions en tant que délégué national à la formation et surtout, si tu peux, nous dire quelques mots des objectifs qui sont les tiens dans ce cadre? Eh bien, ma mission est simple. Il s'agit d'assurer la formation, le soutien et la formation des militants et des candidats, des cadres et des militants du Front National, qui est un mouvement qui a considérablement renouvelé ses effectifs. Vous n'êtes pas sans le savoir. On a un nombre d'adhérents qui a été multiplié par 4 en l'espace de quelques mois. On a eu, je crois, sur la deuxième semaine... Alors les chiffres sont fiables parce qu'il y a eu une bataille de chiffres. Oui, en une semaine, je crois que la semaine dernière, on a enregistré autant d'adhésions que le mois de février au complet. Et le mois de février était déjà un mois énorme, du point de vue qu'on avait beaucoup de mal à gérer. Il a fallu trouver des matériels informatiques de partout. Ça a été vraiment extrêmement difficile à gérer du point de vue des adhésions. Donc, un constat d'abord, c'est que le Front National est un parti qui s'est renouvelé dans sa substance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins sociologiquement parlant, on a un peu moins de gens issus, par exemple, de familles préoccupées par les questions liées à l'Algérie française ou ce genre de choses. On a plus souvent aujourd'hui des gens, des actifs, plutôt jeunes, moyenne d'âge, je dirais 30 ans, 35 ans, beaucoup plus, avec des gens qui ont... Le Front National reste le parti de la jeunesse, comme et on le présentait encore il y a quelques années. Oui, enfin... Sociologiquement, enfin bon, pour qu'on puisse le savoir. En tout cas, c'est vrai maintenant. En tout cas, c'est vrai maintenant. Les adhésions sont extrêmement, sont très fortes sur ce terrain-là, ce qui est pour nous une grande promesse, parce qu'effectivement, les gens qui entrent maintenant ne sont pas des idéologues. Ce sont des gens qui ont envie de participer à l'aventure politique du Front National. La plupart d'entre eux, la plupart des adhésions que nous recevons sont vraiment très intéressante, et donc il y a un gros travail à faire pour créer un mouvement avec tout ça. Donc mon travail à moi, c'est de mettre en place des modules de formation, d'assurer la formation, d'aider, de soutenir toutes les personnes qui prennent des responsabilités, mais aussi de contribuer en quelque sorte à
la bonne compréhension par les gens sur le terrain des thématiques et des thématiques du Front National et de la façon de les défendre correctement. Donc ça, c'est une première partie de mon travail. Et la deuxième partie de mon travail, c'est aussi d'identifier les alphas, si je puis dire, c'est-à-dire les éléments les plus intéressants dans les réunions sur le terrain pour en assurer la promotion. La promotion dans le mouvement, c'est-à-dire leur donner la place qu'ils méritent à la hauteur, je dirais, de leurs possibilités, à la hauteur de leurs possibilités, de leurs capacités, de leurs compétences. Alors, très concrètement, que mets-tu dans cette formation? Que vas-tu mettre en place? Que souhaites-tu qu'il soit apporté, et notamment aux futurs candidats ou aux futurs cadres du Front National? Alors, je ne pourrais pas rentrer dans les détails maintenant, volontairement, parce qu'on n'a pas tellement intérêt à rendre public ces choses-là pour l'instant. Mince pour le scoop. Mais sachez, les choses sont claires, si vous voulez. La ligne politique du Front National... À grands traits, alors. La limitation la ligne politique du Front National est une ligne qui s'est considérablement éclaircie. Aujourd'hui, pour la majorité des gens, la ligne politique du Front National est claire. Donc, il s'agit simplement de s'arranger pour que les personnes qui représentent le Front National, qui parlent au nom du Front National, qui militent pour le Front National, aient une vision claire des idées de leur propre mouvement, tout simplement. Et de leur donner... tous les moyens, je dirais, de pouvoir l'exprimer aussi clairement. Parce qu'il y a le fond, la bonne compréhension du fond, et puis il y a la forme. Il y a aussi la nécessité parfois de renouveler un petit peu le vocabulaire, d'apprendre aux gens à sortir un petit peu de leurs habitudes de langage, qui peuvent être parfois un petit peu pesantes. Et bon, le but, c'est ça. C'est assez simple, finalement. C'est une fonction qui demande beaucoup de travail, mais qui n'est pas extrêmement complexe dans sa finalité. Très bien. On n'en saura pas plus alors sur le fond. C'est simple. Vous connaissez, si vous suivez les thématiques du Front National et les lignes qui sont les lignes programmatiques du Front National, qui sont assez claires, eh bien le travail du délégué national à la formation, c'est de s'arranger pour que ça soit clair aussi bien en interne, pour que ça soit clair demain, pour que ça soit clair pour les Français. Il faut que tous les gens qui portent le Front National, qui tiennent qui le représentent et qui parlent en son nom, soient capables d'expliquer, de poser ses idées de façon claire. Donc voilà. C'est mon travail. Voilà. Donc pour donner une petite idée aux auditeurs, par exemple, comme j'allais le préciser tout à l'heure, on peut préciser que tu avais développé 3 axes de réflexion dans une réunion de formation des secrétaires départementaux. Donc tu avais d'abord insisté sur la relocalisation des activités humaines, travail, production et consommation. Ensuite sur la limitation des pratiques de prédation, grand patronat et de parasitisme social, donc lié à l'immigration sociale et économique. Ensuite, la confiance retrouvée dans les cellules d'inclusion sociale, la famille, la communauté locale et de voisinage, les réseaux de compétences et d'affinités, l'État protecteur. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette terminologie qui n'est pas tellement familière pour ceux qui suivent un petit peu les déclarations et les écrits du Front National. Terminologie, nous, qui nous est chère d'ailleurs et très familière. Voir que, on essaie un petit peu de l'inclure dans le discours, le nouveau discours en tout cas du parti dans lequel tu milites désormais. Oui, c'est effectivement, mais c'est ce qu'entendent aujourd'hui les Français à chaque discours de Marine Le Pen, à chaque intervention de responsable du Front National. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils entendent. Les cadres qui parlent au nom du Front National doivent défendre les orientations générales du Front National. Donc, je pense que tout le monde aura à cœur d'être vigilant. C'est peut-être un peu moins simple en interne, non ? C'est toujours compliqué. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme disait l'autre. Non mais c'est pas anormal, si vous voulez. On n'a pas vocation, encore une fois, à être un parti monolithique avec... Je pense que les gens ont besoin aussi de s'approprier des thèmes et d'utiliser ça avec leurs mots, de les défendre avec leurs idées, avec leurs images, etc. Mon travail ne consiste pas à mettre en place des bases argumentaires. Ça ne relève pas du tout de mes compétences. Moi, mon travail, ça consiste en fait à transformer une vision politique et un projet politique et de le rendre clair pour ceux qui sont censés l'expliquer. C'est-à-dire être capable de l'exprimer simplement et clairement. Il y a encore des gens qui sont forcément, mais c'est dans tous les mouvements. Je crois que, regardez, il n'y a pas un mouvement politique démocratique en France dans lequel vous ne trouviez pas une grande variabilité de milieux sociologiques, de vocabulaire, de sensibilité, etc. Le Front National continuera à être un mouvement comme celui-ci, même si je pense qu'il est en matière de discipline de discours, à mon avis, sur la voie d'être le plus, non seulement le plus structuré, mais le plus discipliné des partis politiques français. Ce qui est une nécessité quelque part. Il le sera, et en tout cas c'est mon travail, on jugera sur pièce. Oui. Très bien. On a entendu Marine Le Pen parler de justice sociale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces expressions utilisées récemment d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps. Elle parlait du mouvement national comme porteur de justice sociale. Alors qu'entendre par justice sociale ? Ce qu'entend tout le monde.
Enfin, je crois que parce que tout le monde, non, mais justement, tout le monde utilise ce mot. Ah ben oui, mais sur tout l'échiquier politique, tout le monde regorge d'idées le problème, quant à la justice sociale et à son établissement. D'abord, petit 1, première observation, les mots ne sont pas les choses. Donc, c'est pas parce qu'on utilise un mot qu'on a... Enfin, vous savez, il y a des tas de façons, par exemple, de défendre une politique écologiste. Vous avez des solutions libérales aux problèmes écologistes, vous avez des solutions technoproductivistes aux problèmes écologistes, vous avez des solutions altermondialistes aux problèmes écologistes. L'écologie dans ce qu'il dans ce qu'il manifeste, la crise écologique dans ce qu'elle manifeste appelle des réponses venant de tas de gens, de tas de milieux politiques, et chacun vient avec ses solutions. Le Front National s'intéresse bien évidemment à cette question du social parce que parce qu'elle est au centre en quelque sorte non seulement de sa vocation historique, c'est un parti du peuple en quelque sorte, donc il doit une partie du peuple, il s'intéresse pas à la justice sociale, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire. Donc ce parti est un parti qui a toujours été un parti populaire, c'est le premier parti des ouvriers, des employés, etc. C'est d'un naturel. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau là-dessus. On veut y voir une nouveauté. Là, je ne crois pas du tout qu'il y ait une nouveauté en la matière. Je crois que le Front National est un parti qui est un parti favorable à la justice sociale depuis longtemps. La nouveauté, on n'a pas peur d'utiliser les mots, c'est ça? Non, peut-être dans l'idée d'y mettre un peu plus que des mots, justement. D'y mettre, de préparer des actions, ou en tout cas d'envisager des stratégies de solidarité active. Oui, mais concrètement parlant, si vous voulez, une chose est certaine, c'est que la justice sociale, et là on revient sur notre débat tout à l'heure avec l'État, les structures, la légitimité sociale de la communauté, de l'État, du marché, etc. Il est clair, une chose est certaine, c'est que le marché ne produit pas de justice sociale, que le marché produit le marché produit de l'anomie sociale, que la coïncidence naturelle des intérêts, cette idéologie totalement absurde, selon laquelle en quelque sorte si chaque homme poursuit individuellement la recherche de son propre intérêt, alors il satisfait à l'intérêt collectif, cette absurdité totale sur le plan logique en quelque sorte, et il y en a d'autres dans l'idéologie libérale. Cette idéologie-là a montré qu'elle ne produisait rien et qu'elle n'était même pas, qu'elle ne reflétait même pas la volonté de l'hyperclasse mondiale. C'est-à-dire que, en admettant même que cette hyperclasse mondiale puisse demain tenir un discours socialisant. On nous dit que c'est ce que veut faire Dominique Strauss-Kahn, qui vient du FMI, qui est quand même une institution qui a ruiné des centaines de... Lui n'est pas ruiné. Non, nous n'en doutons pas. La question est, si on veut assurer la justice sociale, il faut tout simplement créer et protéger les cadres de protection, les cadres d'inclusion sociale, celles qui permettent de travailler, celles qui permettent d'avoir une place, de ne pas être un atome interchangeable dans une société anonyme, mais d'être quelque part quelqu'un dans une famille, dans un quartier, dans un village ou dans une ville, et d'avoir, je dirais, prise ce qui a pris sur nous, de pouvoir décider chez nous de ce qui est bon pour nous. Et cette logique-là, ce fondement, je dirais, n'est pas possible sans que nous n'ayons réussi le grand retournement de l'État, le retournement historique de l'État, pour en faire à nouveau une instance de protection contre la méga-machine, le turbo-capitalisme en quelque sorte, la méga-machine financière mondiale, qui aujourd'hui détruit nos identités, détruit la nature, et n'est pas simplement l'ennemi des peuples d'Europe, mais est l'ennemi des peuples de tous les particularismes et de tous les peuples constitués dans le monde entier. D'ailleurs, à ce moment-là, la question sera de savoir quelle pourrait être la marge manœuvre d'un État justement qui jouerait désormais le jeu qui doit être le sien au sein des dynamiques planétaires actuellement. Est-ce que cette marge manœuvre est plus que jamais limitée, ou est-ce qu'elle impliquera une synergie au moins européenne, en fin de compte une nouvelle construction européenne, pour peu qu'elle soit possible et pour peu qu'il y ait une prise de conscience similaire dans d'autres pays d'Europe, des mouvements un petit peu concomitants. Là aussi, c'est un questionnement qui est fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui l'État-nation, le stade de l'État-nation est capable justement de lutter contre cette immense méga-machine planétaire? Est-ce qu'il a la possibilité justement de lutter encore contre cette méga-machine? C'est un débat en tout cas qui est pertinent, je crois. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas
d'autres outils. Et voilà, il n'y en a pas d'autres. On est d'accord. Alors, on peut de dilemme. Alors, la question de savoir s'il est ou pas possible de lutter avec cet outil-là contre, on peut se la poser, je veux bien, mais la question c'est de savoir si on a le choix. On n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a un autre outil? On n'a pas d'autre outil. Ouais. Donc, la question c'est, il faut faire preuve de volontarisme. Je ne dis pas que ça va être simple, je ne dis pas que ça va être facile, mais je pense que s'il y a une volonté, il y a un chemin. S'il y a une vraie volonté politique, et je pense si demain une pratique de pouvoir se met en place, qui est une pratique de pouvoir ouverte et attentive aussi aux problèmes que rencontrent nos voisins européens, mais rencontrent et éventuellement même aussi nos voisins de l'autre côté de la rive Méditerranée. Si demain la France retrouve son rôle en quelque sorte dans le monde, c'est-à-dire elle a toujours été le porte-voix des non-alignés en quelque sorte, en tout cas c'est une tradition politique bien ancienne. Il s'est perdu. Toujours, c'est beaucoup dire, mais enfin elle s'est bien perdue depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Si demain la France retrouve en quelque sorte cette vocation-là, qui a toujours été capable de mixter chez elle le particularisme en quelque sorte, le spécifique et l'universel en tout cas dans sa pratique, dans sa pratique politique, avec les défauts et les ravages parfois que l'on sait. Mais si demain la France pouvait retrouver sa voie, il est tout à fait possible qu'elle soit au cœur d'un processus de résistance extrêmement fort qui peut demain rayonner sur la planète entière et remettre en question le pouvoir de ces oligarchies financières. Tout à fait. Je pense que c'est tout à fait possible. Donc, la France, historiquement, a pu être, à plusieurs moments, un détonateur de l'Europe, pour le meilleur ou pour le pire, selon les époques. L'Europe, comme tu le dis très bien, au-delà, la planète. Elle peut être le détonateur de l'Europe, mais le détonateur du monde aussi. Voilà, la France est encore un pays écouté. En tout cas, il ne faudrait pas qu'on tarde trop. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que j'étais en train de penser. Je me disais, s'il y avait des mesures d'audience sur les derniers 3 mois... c'est clair. On est en baisse constante. Alors, on a parlé d'écologie, on a parlé de justice sociale, on parle d'identité, on parle de tout un tas de choses qui sont aussi portées par d'autres. Je pense là par exemple au bloc identitaire dont on a dit que tu avais embrassé la périphérie en tout cas. Pendant un moment ou pas? Non. J'ai été invité, comme je suis invité à des tas de réunions partout régulièrement, un peu moins maintenant. Donc j'ai été invité au titre de la maison commune, en fait. Au titre de maison commune ou d'autres. J'ai été invité à plusieurs réunions constitutives d'Europe Écologie. Je participe à des débats régulièrement dans la mouvance altermondialiste. Je suis intervenu publiquement à plusieurs réunions constitutives d'Europe Écologie. J'ai été invité par des mouvements plutôt altermondialiste en Belgique, dans lequel qui publie régulièrement mes articles, etc. J'ai été invité aussi à la convention identitaire, parce que les identitaires m'avaient demandé d'intervenir sur la question de la relocalisation des activités humaines, un sujet qui les intéresse visiblement beaucoup maintenant, j'en suis ravi, mais voilà, rien de plus. Et justement, vous avez... Le Bloc et le Front National, des sujets qui se recoupent, qui sont même portés de manière parallèle. Que penses-tu de l'effet doublon ? Il n'y a pas d'effet doublon. Il y a d'un côté une structure politique, qui est une structure une structure qui se constitue en partie de gouvernement, avec des réseaux dans toutes les villes de France, dont des dizaines de milliers d'adhérents, des centaines de milliers, des millions de sympathisants, et de l'autre côté, vous avez une structure qui est une structure de type métapolitique, qui aurait dû, à mon avis, rester sur ce terrain-là, et ne pas s'aventurer imprudemment sur le terrain politique, qui, à mon avis, n'est pas tellement sa destination. Tu parles là finale. de sa constitution récente, oui, j'avais cru comprendre, mais je peux me tromper, j'avais cru comprendre que le Bloc identitaire était une structure qui avait pour vocation, qui en fait, cette structure me paraît, contrairement à l'analyse qu'en fait Jean-Yves Camus, qui est très marrant, comme le Bloc identitaire intéresse beaucoup Jean-Yves Camus d'ailleurs. Ça ne manque pas de toujours me surprendre. Donc, le Bloc identitaire, me semble-t-il, est une structure qui s'est constituée essentiellement sur la mise en place d'une méthodologie militante. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait une méthodologie militante qui ne sont pas les seuls d'ailleurs à promouvoir. Le MAS, le mouvement d'action sociale d'ailleurs, a inspiré souvent le Bloc identitaire dans un certain nombre de ses actions. Donc on va dire que le Bloc identitaire est une structure qui s'est constituée non pas sur une homogénéité idéologique, ni sur un projet politique, ni même sur une organisation particulière, mais plutôt sur un réseau de gens qui partagent essentiellement, qui ont pour point commun en quelque sorte d'essayer de pratiquer
de militer de la même façon. C'est-à-dire c'est plutôt une méthode militante, une école militante, si vous voulez, qu'autre chose. Moi, je me souviens quand je suis intervenu à cette réunion du bloc identitaire, donc sur le localisme, je me souviens avoir discuté avec quelques jeunes gens qui étaient là et qui étaient venus me parler. Jeunes gens, ça fait drôle de dire ça d'ailleurs. Enfin bon, passons. Mais il y avait de tout. Il y avait des royalistes, il y avait des catholiques traditionnalistes, des néo-païens, des nationalistes révolutionnaires, etc. On n'a absolument pas du tout une structure de type politique. J'ai vu en fait une sorte de groupe de jeunes types souvent intelligents et mobiles et motivés, on va dire, mais qui ne partageaient entre eux même pas des bases, mais simplement une méthode de travail, c'est-à-dire une façon de déployer des banderoles, d'intervenir, de faire de l'agite propre sur des thèmes qui sont parfois convergents et parfois divergents, ça d'une ville à l'autre. Mais c'est ça, finalement, quand vous voyez un groupe identitaire se monter quelque part avec 5 clampins dans une ville, vous êtes certain qu'il y a des gens qui se sont dit « Tiens, si moi, demain, j'ai envie de faire du militantisme et de faire parler de moi, bah, je vais m'appeler truc identitaire de Pétaouchnok ». Bon, donc, ce bloc identitaire, je crois, enfin, cette structure bloc identitaire, comme le MAS et comme tout un tas d'autres structures, ont, je dirais, une vocation, une raison d'être et même une utilité. Je le crois sincèrement. Bon, après, la volonté de se transformer en structure politique, ça fait rigoler la planète entière. Je crois que, bon, enfin même pas la planète entière, ça fait rigoler tout le monde, mais il n'est pas très sérieux de vouloir se transformer en structure politique quand on a ce peu d'homogénéité, ce peu de méthodes-là. Je crois que tout cela est le résultat en fait de l'arrivée dans ce mouvement de 2 personnes qui ont toujours rêvé de faire de la politique et qui avaient peut-être des comptes à régler avec le Front National. On va dire que cette démarche ne fait ni chaud ni froid, c'est absolument pas un sujet de discussion au Front National. Pour être franc avec vous, en 3 mois de temps, je me souviens d'avoir entendu parler une fois à la cantoche avec un type, mais bon, c'est pas un sujet, c'est même pas un sujet. Hein. Si vous regardez, je sais pas, voulez-vous faire une idée de ce que ça représente, regardez le compte Twitter d'Arnaud Gouillon, vous avez 40 abonnés, dont la moitié sont des sites déjà du bloc identitaire. Arnaud Gouillon, candidat du bloc identitaire, qui est un jeune homme que je connais, que j'ai rencontré parce que vous savez qui a fait un travail admirable. Oui, qui a fait un travail remarquable. Voilà. Moi, quand j'ai animé le collectif Non à la guerre, j'ai gardé de nombreuses relations avec pas mal de personnes en Yougoslavie, et donc j'ai été contacté par Arnaud Gouillon, alias Borella, en fait, il y a déjà quelques années, que j'avais, comme je pouvais le faire, aidé un peu, qui me fait toujours d'ailleurs une excellente impression. C'est un jeune homme tout à fait sympathique. Je pense que dans ce mouvement comme dans d'autres, il faut que les gens apprennent à faire la différence entre l'action, entre le travail idéologique, c'est-à-dire pas se tromper en quelque sorte de méthode, et la politique. Voilà, il faut essayer un petit peu de redescendre un petit peu sur terre. Le MAS, d'ailleurs, de ce point de vue-là, le mouvement d'action sociale, fait un travail tout à fait intéressant, qui va tout à fait dans cette logique-là, et j'espère que tous ces mouvements continueront à se développer. Ça fait partie, en quelque sorte, aussi de la prise de pouvoir culturel et je dirais, de l'avancée de nos travaux, de notre vision du monde dans la société française. Oui, les démarches sont complémentaires, en tout cas. Elles sont complémentaires. Comme ça, elles sont tout à fait complémentaires. Alors, synergie intelligente. Et moi, j'en suis ravi. Voilà. Même si je ne partage pas, même si je précise tout de même, je ne partage pas un certain nombre des orientations formulées ici et là, en particulier par le bloc identitaire, son obsession de l'islamisme, si vous voulez, de la thématique islamiste, me paraît pas réellement une piste intéressante à suivre. Mais tout ça n'est que le résultat, en quelque sorte, pareil, là, d'une confusion, je dirais, entre travail de la pensée, travail militant, je dirais, et travail politique. Bon, je pense qu'il est toujours intéressant que des groupes existent et militent sur le terrain et fassent de l'agite propre, ça me paraît indispensable. Pourtant, on pourrait objecter que Marine aussi, avec sa sortie sur l'islam, a embrayé sur ce terrain-là. Ça a été un des points où on a dit, tiens, finalement, ils sont tous focalisés là-dessus. Alors, on a pu lui reprocher. Alors, méfiez-vous de l'effet loupe. L'analyse de Marine Le Pen est extrêmement claire. Si vous regardez non pas simplement, je dirais, l'extraction qui a été faite de son discours à ce moment-là, mais son analyse est extrêmement claire. Marine Le Pen ne dénonce pas l'islam comme religion. Elle dénonce
l'islamisme, c'est-à-dire l'État dans l'État, c'est-à-dire la volonté d'un certain nombre de groupes d'instituer au sein de l'État français et de faire valoir la charia dans notre société, ce à quoi elle s'oppose et à ce à quoi je m'oppose tout à fait aussi, même si je crois que j'ai une bonne connaissance de l'islam, nous ne tombons pas en quelque sorte dans l'anti-islam. Et il ne s'agit pas de ça. Elle a répété à plusieurs reprises, elle vient de le répéter encore il y a 2 jours. Elle a fait récemment une vidéo. Voilà, pour dire que le problème est le mondialisme numéro 1, c'est lui qui a rendu possible l'immigration massive de peuplement, que l'immigration massive de peuplement est un problème qu'il faut résoudre par la relocalisation des populations immigrées, qui se fera par étapes et en accord avec les pays d'origine, et que l'islamisme n'est que la manifestation, n'est qu'un prurite en quelque sorte, d'une petite partie de ces populations-là, qui, je dirais, ont besoin de se faire remarquer et de s'agiter. Mais vous savez une chose à ce sujet-là, parlons clair. Je crois que si le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait voulu régler le problème des prières dans les rues, je crois que ça aurait pu être réglé avec un demi-quart de CRS en l'espace de 2 heures de temps. Si aujourd'hui encore il y a des gens qui prient dans les rues et qui occupent des rues, alors même que la puissance publique a les moyens sans aucun problème de l'en empêcher. Mais dans notre pays, c'est le cas. Hein, donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Eh bien, si vous permettez, donc je vais terminer. Si ça continue, c'est-à-dire si, alors que le pouvoir a les moyens d'empêcher cela, et si c'est encore aujourd'hui le cas, cela veut dire qu'il y a la volonté du pouvoir politique français, je pèse mes mots, de détourner en quelque sorte l'attention, de focaliser l'opinion publique française sur ces questions-là. Et je pense que nous ne devons pas tomber dans le panneau. Le problème, c'est pas la prière de rue, ça pourrait se régler avec un quart de CRS du jour au lendemain. Je ne dis pas que ça n'est pas un problème. Je ne dis pas que nous devons tolérer cela. Je dis simplement que si le gouvernement de Nicolas Sarkozy a laissé s'installer cela et le tolère aujourd'hui, alors qu'ils peuvent le régler sans aucune difficulté, c'est parce que cette occupation de rue sert à focaliser en quelque sorte les opinions publiques françaises, mais aussi partout en Europe, sur en quelque sorte à détourner l'attention et donc aussi les thématiques populistes en quelque sorte sur l'islam plutôt précisément que sur l'immigration. Alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on assiste actuellement dans le cadre justement de cette stratégie visant à faire focaliser donc des attentions sur la question de l'islamisme, à des connexions qui s'établissent entre des mouvements nationaux populistes plus ou moins classés traditionnellement à l'extrême droite avec donc l'État d'Israël et ses représentations donc dans les divers pays d'Europe. On prête aujourd'hui à Marine Le Pen l'intention d'aller de faire une visite officielle à l'État d'Israël. Bon, beaucoup de débats, beaucoup de choses sont dites. Bon, les plus pertinentes comme les plus essentielles. Voilà, elle est à Lampedusa exactement. Donc, quel est un petit peu toi ton sentiment là-dessus? Lampedusa n'est pas en Israël. Donc, voilà, non, mais bon, sans parler de Lampedusa. Voilà. Pour ce qui est d'Israël, moi, je ne suis pas au courant de ce projet de voyage. Ça me surprend beaucoup. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a été invitée sur une radio communautaire, voilà, Radio J, et que cette radio a dû renoncer à l'interviewer. C'est tout ce que je sais. Je sais aussi que Marine Le Pen n'a pas ne fait pas de fixation particulière sur cette question-là. Il y a en France une partie de la communauté, je crois, juive, qui a tout à fait conscience des problèmes que font courir à elle-même, mais à l'ensemble de la population française, l'évolution générale de notre société, les décisions politiques qui sont prises, ou plutôt qui ne sont pas prises. Donc il y a la question, je dirais, la question du voyage en Israël. Israël est un État étranger. C'est pas l'État français. Donc si demain il doit y avoir visite en Israël ou visite en Palestine ou visite au Liban, je vois pas le problème à partir du moment où il s'agit de rencontrer des autorités politiques d'un État avec laquelle la France est susceptible d'avoir des relations diplomatiques. Oui, enfin là tu as bien compris que je fais allusion au voyage particulier qui a été fait par plusieurs représentants de plusieurs organisations populistes ou nationales populistes européennes, qui n'était pas tout à fait le cadre classique d'une visite d'État, de chef d'État, bien sûr. Marine Le Pen n'a pas participé à ce voyage et je ne connais pas exactement le contenu de ce voyage ni sa finalité. Alors justement, par rapport à ces populismes européens, le Front National se démarque par une position antilibérale, ou en tout cas anti-système, comme beaucoup se plaisent à qualifier les flux économiques libéraux mondiaux.
Pour autant, est-ce qu'on peut dire que le Front National est populiste ? Oui, ça me paraît pas... Oui, on peut dire que le Front National... Et qu'est-ce qu'on y met derrière ce vocable, finalement ? On y met ce qu'on veut. Certains s'en priveront pas, d'ailleurs. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr, populiste, forcément, ça veut rien dire. C'est plus un contenant qu'un contenu, évidemment. Donc après, est-ce qu'il s'agit de dire que le Front National est un mouvement qui est un mouvement protéiforme, historiquement, qui a 40 ans d'histoire politique, c'est énorme, c'est phénoménal quand on y pense. C'est un parti qui existe depuis 40 ans, c'est quelque chose d'énorme. Donc je ne vois pas, si vous prenez ce qu'était le mouvement gaulliste il y a 40 ans et que vous regardez ce qu'il est aujourd'hui, avec ses multiples inflexions. Inflexion aussi. Voilà. Bon, non, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce mot. Oui, je pense que le Front National est un mouvement, effectivement, plutôt populiste, effectivement. Je veux surtout, moi, pour ma part, que ce soit un parti de gouvernement demain et un parti qui puisse marcher en tête, en quelque sorte, du réveil des peuples en Europe et dans le monde. Je ne crois pas, je ne crois pas que la ligne claire aujourd'hui, ce soit de défendre le pouvoir du marché. Je crois qu'aujourd'hui, le peuple a besoin d'être protégé du marché, protégé en tout cas des institutions qui prétendent, imposer les lois du marché, la déréglementation sociale à tous les niveaux et dans tous les pays. Je pense que les peuples ont besoin d'être protégés et donc que la ligne antilibérale, que la ligne de critique en quelque sorte de la force de cette nouvelle classe mondiale, en quelque sorte de cette super mafia planétaire, en quelque sorte, c'est la seule ligne possible, et je crois que les autres partis politiques, les autres partis dits populistes européens s'aligneront et reviendront, je dirais, à la raison pour ceux qui se sont un peu trompés ces derniers temps. C'est clair. Là, on peut être très bien. Complètement d'accord. Justement, pour être un parti de gouvernement, il faut des équipes à calibre gouvernemental. Alors, les critiques qu'on trouve dans la presse, c'est notamment de dire, voilà, autour de Marine, il n'y a pas forcément toute l'expertise qu'il devrait y avoir. J'ai entendu ça chez Tadei, chez Calvi. Des gens se rassurent peut-être en disant cela aussi. Alors tout à l'heure, tu nous parlais d'experts qui viennent se mêler à vos travaux et produire du sens, de la norme et tout ça avec une vocation de politique de terrain. Qu'en est-il aujourd'hui de cet environnement-là ? Est-ce que on se positionne aussi en termes de formation ? Là, je rejoins ton activité première avec une idée de dire voilà, si on prend le pouvoir, il nous faut véritablement et de la matière et des hommes pour la porter. Oui, c'est le cas. Des solutions. C'est le cas. Donc il y a toute une architecture qui se met en place. Tout à fait. Vous avez actuellement une architecture qui se met en place. J'en profite d'ailleurs pour faire un appel à vos auditeurs. Si certains d'entre vous ont envie de faire de la politique et ont envie demain de participer, d'apporter des compétences réelles et pratiques au Front National pour l'aider en fait à se constituer et à être plus pertinent encore qu'il ne l'est aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. C'est celui qui fait qui décide. Donc il faut être là, il faut agir, il faut participer, il faut faire entendre sa voix. Et aujourd'hui, le Front National... Le problème du Front National aujourd'hui, c'est pas les compétences, mais c'est d'être capable de les organiser, puisqu'on a un afflux de compétences absolument prodigieux, et donc tout notre souci et notre travail aujourd'hui qui nous fait faire quelques cheveux blancs, pour être franc avec vous. Vous m'aviez dit au début de cette émission que j'étais grisonnant. Je pense que dans quelques mois, je serai blanc définitivement. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est effectivement d'être capable d'organiser ce travail au front, et c'est, pour être franc avec vous, c'était une lourde tâche. Oui, une lourde tâche, mais c'est en avant. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un grand sujet sur lequel le Front National ne soit pas capable d'aligner des experts. Alors, encore une question portant cela sur l'économie. Beaucoup de nos auditeurs sont malheureusement frappés par la crise, chômeurs, précaires ou menacés de se retrouver effectivement en situation de chômage. Très concrètement, et alors, peut-être là il y aura des freins à ce que tu peux nous dire si les choses sont encore en gestation, mais est-ce qu'il y a quelques mesures phares ou en tout cas quelques propositions déjà avancées, déjà éclairées pour remédier à ce fléau, parce qu'on est pratiquement à 600 000 chômeurs de plus en un an et demi, hein. Oui, bien sûr, mais il y aura des propositions. Il va y avoir un programme gouvernemental que vous allez découvrir au mois de septembre. Mais enfin, on connaît la logique. Tout vient à temps qui s'attend. On connaît bien. On voulait des scoops, Laurent. Oui.
Vous connaissez les orientations du Front National. Le problème de l'emploi est un problème complexe. On ne peut pas agir sur la question de l'emploi sans agir sur la politique fiscale, sans agir sur la politique migratoire, sans agir sur la politique en matière d'innovation et le financement de l'innovation, sans agir... Public. Bien sûr, sans agir sur l'organisation même de l'appareil étatique et des grands travaux, sans entreprendre la réindustrialisation de la France. Bref, il y a pas de. C'est une approche pluridisciplinaire. Donc, si vous voulez si vous voulez des recettes simples à formuler en 3 minutes de temps micro, ça va être un petit peu long. On voulait des pour la des débuts de piste. Je viens de vous en donner. Oui. Je viens de vous en donner. Vous retrouverez ces mesures concrètement lorsque le travail des CAP sera terminé, c'est-à-dire lorsque le programme de gouvernement du Front National sera. Tous les groupes s'appellent CAP. Oui. D'accord. Ouais. Là, on en sait un peu plus sur l'organisation interne. Oui, donc il y a CAP quoi alors à part vous avez des CAP sur tous les sujets, fiscalité, CAP, fiscalité, finance, armée, défense. L'acronyme signifie quoi, CAP? Il y a une signification? Alors je suis pas fort pour les acronymes. Bon, c'est pas grave. Sinon, CAP, c'est comité d'action présidentielle, je crois. Voilà. D'accord. Ok. Le bon CAP. Le bon CAP, effectivement. C'est ça. Alors, une autre question qui a un peu agité les débats, c'est l'utilisation aussi par le Front National et notamment par Marine Le Pen dans plusieurs de ses interventions du terme laïcité. Oui. Alors là aussi, si populisme et fourre-tout, laïcité et son corollaire dans le côté obscur de la force pour la définition d'un mot. Qu'est-ce que c'est que cette laïcité qui a pu en surprendre certains d'ailleurs? C'est la volonté de faire la séparation entre l'espace public et l'espace privé, entre autorité spirituelle et pouvoir temporel. D'accord. Donc en fait, on sort à la fois d'autres définitions ou d'autres réalités historiques, par exemple la guerre de l'État contre l'Église catholique, ou alors le financement par l'État des mosquées. Oui, mais tout ça ne sont que des péripéties. On aurait pu montrer la querelle des guelfes et des gibelins. Bien sûr, oui. Mais bon. Donc j'imagine que vous avez une autre conception de la laïcité qui repose sur ce postulat de base, en fait, de compte que. Je pense là à vos adhérents et sympathisants et électeurs catholiques qui ont sursauté pour certains. Je ne crois pas. Je crois que les gens qui ont sursauté, les catholiques qui ont sursauté, sont des catholiques qui n'ont pas pris le soin de consulter les encycliques papales depuis quelques années. Donc je les invite à se replonger dans la lecture de l'Église. Certaines se sont arrêtées à Vatican II. Avant, oui, ce que je dis. Tout ça est très clair pour nous. D'ailleurs, tout ça est très clair en Europe. C'est un des acquis du droit des gens européens. C'est un des acquis de la science politique européenne, de l'intelligence politique des Européens, et je crois que c'est clair absolument pour tout le monde, sauf pour ceux qui n'ont pas envie de comprendre et pas envie d'entendre. Non, je pense qu'on en a une compréhension commune, voilà. Donc, en ce qui nous concerne, mais c'est vrai qu'il y a des interrogations, quoi. Non, mais le nombre de catholiques traditionnalistes et traditionnels ou de tradition se sont dit, tiens, laïcité. Non, mais je crois que tout ça ne pose aucun ça, c'est souci. aussi comme la conception traditionnelle assimilationniste de l'identité, de l'appartenance nationale et citoyenne, je pense, comme la décline Marine, à moins qu'il y ait encore Non, moi j'ai pas entendu ça du tout. Je n'ai pas entendu parler de cette conception assimilationniste. Je crois que j'en ai entendu parler dans les discours sur Marine, mais je n'ai pas entendu Marine Le Pen parler de cela. Je crois qu'elle a une vision beaucoup plus pragmatique et surtout beaucoup plus substantialiste que vous ne l'imaginez. On aime bien ce mot substantialiste. En fin d'émission, on a le scoop. On a le scoop de la fin d'émission. Mais je croyais que c'était la fin, pardon. Non, c'est parce que je regardais mon prompteur et mon compteur et il reste 3 minutes. Donc tu l'as donné. Très bien. Je crois pas que ça soit du tout. Je crois que Marine Le Pen a une vision extrêmement pragmatique de cela. Je pense qu'elle aura l'occasion de préciser sa pensée. Et celle du mouvement sur ces questions-là dans les mois qui viennent. Puis il y a la pensée, puis après il y a les actes, voilà. Oui, moi j'invite tous les gens qui ont envie de se poser des questions, de réfléchir à ces questions-là, à consulter l'excellent, à retrouver sur lesquels ils le trouveront encore. Je sais plus si c'est encore publié, mais je crois que si Perrin l'avait réédité, le Frédéric II de Hohenstaufen de Benoît Méchain. Il est toujours disponible. Qui est une biographie tout à fait intéressante en ce sens qu'elle restitue en quelque sorte toute la complexité de la mission du politique et on voit bien
au gré, je dirais, des évolutions et des contraintes auxquelles a été confronté ce grand homme. Ce premier Européen, selon mon goût, selon Frédéric Nietzsche. Oui. Eh bien, on voit au travers de sa vie, au travers de ce monarque, de cet empereur du Saint-Empire romain germanique, quelles sont les inflexions, les multiples inflexions qu'il a dû faire subir à ses orientations politiques, à son discours parfois, à ses alliances aussi, pour arriver à exercer et à exercer la force publique. Alors, Laurent, il nous reste moins de 2 minutes. Alors, en 1 minute, quand on a l'approche, c'est quand même un rude boulot. Oula. Vous n'êtes pas encore prêt, j'imagine, dans votre organisation. Simplement ton sentiment et peut-être ton pronostic. Ah si. Enfin, le boulot est énorme. Enfin, là, vous imaginez pas, près de 1500 candidats sur tout le territoire, avec ce que ça implique de recours, de dépôt, de documentation, de communication, d'accompagnement, de formation, d'entretien dans la presse, etc. C'est un travail prodigieux. Donc c'est très bien avancé, je pense que les résultats seront au rendez-vous, en tout cas nous l'espérons tous, puisqu'on part de très loin, donc j'espère que le Front National fera d'aussi bons scores que ce que nous attendons, mais ceci dit, je vous dis, pour l'instant, on part de zéro, donc et en 2 mots, toute cette agitation autour du Front National et de Marine Le Pen, c'est quelque chose de transitoire ou c'est le début d'une action véritable en profondeur dans le peuple ? Je pense que ça correspond à une lame de fond et que cette lame de fond va peut-être, je l'espère en tout cas, et je me bats pour cela, changer notre futur. Très bien, cher Laurent Ozon, un grand merci d'être venu sur notre antenne. On va se permettre de te réinviter régulièrement si tu le veux bien. Ça sera avec plaisir. Ça nous permet d'avoir des comptes rendus d'étapes et puis des aperçus un peu différents de ce que l'on peut avoir de l'extérieur. C'était le lieutenant Storm à la barre de cette émission de Méridien Zéro, le numéro 41. Nous recevions Laurent Ozon, délégué national à la formation du Front National, entre autres membre du bureau politique et responsable de Cap Écologie. À bientôt, bonsoir, à l'abordage et pas de quartier.